Pour le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Et voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France, une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes comme une rockstar? Il n'est pas comme, c'est une rockstar. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules, car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés. Comme les dirigeants de Google, le docteur Laurent Alexandre en est persuadé. Certains hommes vivront bientôt plusieurs siècles. Mais ce spécialiste de la médecine de demain se méfie des promesses de vie éternelle qui accompagnent ces progrès de la science. La science est en train de quitter la science. Elle est en train d'organiser la politique. Les gens de la Silicon Valley veulent être les vrais politiciens du XXIe siècle, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions sur l'avenir de l'humanité. Il y a un gros risque avec ces technologies, c'est que l'homme soit pris d'un sentiment de toute puissance, qu'il se prenne pour Dieu et qu'il réorganise complètement le fonctionnement de nos vies au détriment du sens de notre vie. Des promesses qui, pour l'heure, font seulement recette dans les cinémas. Et Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle. Ce film imaginait par exemple l'extinction du dernier être humain mortel dans 80 ans seulement. C'est désormais l'entreprise la plus cotée au monde. Google, 75 milliards de chiffre d'affaires en 2015, les projets les plus fous, et cette nouvelle promesse nous rendrait mortels.
Google, maître de l'humanité, pour certains, ce n'est pas un fantasme. Le groupe s'organise. Rebaptisé Alphabet, il a créé plusieurs sociétés indépendantes, dont 2 spécialisées dans la médecine du futur, qui collaborent avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques comme Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson. Le groupe a investi dans plus de 300 startups. C'est ainsi qu'est née cette cuillère anti-tremblement pour les malades atteints de Parkinson. Son défi désormais, détecter et soigner les maladies avant qu'elles ne se déclarent. Le géant américain se lance maintenant dans la lutte contre le cancer avec une nouvelle méthode que le groupe présente comme révolutionnaire. Il s'agit d'absorber une gélule de particules magnétiques invisibles à l'œil nu, capable de repérer une cellule malade et de la signaler par ce bracelet connecté. Elle pourrait aussi prévenir des AVC ou des crises cardiaques. It's not science fiction. It's practical, real scientific development. Google veut aussi changer la vie des personnes diabétiques grâce à ces lentilles de contact intelligentes qui mesurent le sucre contenu dans les larmes. Derrière ces projets, il y a ce même défi, repousser les limites de la vie. Death is our foe. Le marché est gigantesque, le business prometteur. Coup de génie ou coup de pub, pourquoi Google veut-il nous rendre immortels ? Pour en débattre, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Laurent Alexandre, cofondateur de Doctissimo, aujourd'hui président de DNA Vision, chantre ou expert, je ne sais pas, du transhumanisme. Ce que vous faites chez DNA Vision, c'est quoi? C'est du séquençage de notre ADN? Oui, mais le séquençage de l'ADN n'est qu'une toute petite partie de la révolution technologique actuelle. Nous assistons à une explosion de la quantité d'informations que nous avons sur notre biologie, notamment par le séquençage. Vous savez que le séquençage d'une tumeur, ça représente 20 000 milliards d'informations. C'est pour ça que les géants de la Silicon Valley arrivent dans la santé. Un médecin ne peut pas traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation. Ils disent la médecine, c'est devenu une science de l'information. La médecine, c'est de l'informatique. C'est d'ailleurs pour ça que les algorithmes comme Watson vont remplacer progressivement une grosse partie du travail des médecins, ce qui va être révolutionnaire. C'est-à-dire la médecine est la prochaine sidérurgie. Ça va poser beaucoup de problèmes sociaux aux médecins. Oui, et le transhumanisme, c'est quoi? C'est l'homme augmenté, c'est l'homme qui, pour devenir meilleur, s'appuie sur le robot, la technologie, la machine? C'est l'idéologie développée par la Silicon Valley aujourd'hui, et notamment par les dirigeants de Google, qui est d'augmenter l'homme, de l'interfacer avec l'intelligence artificielle au travers de puces que nous aurions dans notre cerveau et rendre l'homme immortel. C'est pour ça que Google investit beaucoup dans la santé et a même créé une société pour nous rendre immortels qui s'appelle Calico et dont l'objectif est d'augmenter progressivement notre espérance de vie. Bill Marris, le patron de Google Venture, expliquait récemment dans Bloomberg « Les technologies que nous développons chez Google vont nous permettre de vivre 500 ans. Moi qui ai 42 ans, je pense que je vais vivre 500 ans. » Nous sommes face à ce fantasme transhumaniste de tuer la mort. Allez, Alexandre Lacroix, vous êtes allé dans la Silicon Valley pour un livre qui est titré « Ceux qui nous relient ». Et là-bas, ce discours, je suis sûr qu'il y a énormément de téléspectateurs de l'émission qui vous entendent dire ça. 500 ans, c'est n'importe quoi. Là-bas, c'est un discours qui ne surprend plus personne. Oui, alors voilà, moi je suis ni médecin ni informaticien, mais ma grande surprise, donc quand j'ai essayé d'enquêter dans la Silicon Valley et de rencontrer un certain nombre d'acteurs du numérique, c'est de constater que là-bas, il y avait d'abord autant de médecins que d'informaticiens. Il y a des médecins qui viennent du monde entier, de très haut niveau, qui ont été recrutés par des startups. Alors, ils sont guidés par un discours de l'utopie. Ils veulent effectivement créer une entité qui s'appelle la singularité technologique. La singularité technologique, c'est quoi? C'est une notion qui a été énormément popularisée par Ray Kurzweil, qui est le directeur de l'ingénierie de Google, à travers un best-seller. Et c'est l'idée de créer une entité qui serait une entité supérieure en intelligence à l'homme. Donc, un humain augmenté, mais cette entité-là prendrait en charge tout le développement de l'histoire humaine à venir. C'est-à-dire qu'elle inventerait les machines postérieures à elle-même, et puis elle gérerait les sociétés. Donc, si je comprends bien, on va peut-être vivre 1000 ans, mais si on devient des robots? Alors, on va vivre plus longtemps à condition d'accepter une dose de plus en plus importante de technologie. Des organes artificiels comme le cœur artificiel, des manipulations génétiques, des cellules souches. Donc c'est en quelque sorte un pari faustien qu'il faut faire. Pour accepter de vivre plus longtemps sans être un vieillard Kakoshim, il va falloir accepter de plus en plus d'organes électroniques, de plus en plus de génétique. Reste charnel. Alors non, justement, le plus allumé des chercheurs que j'ai rencontrés, qui s'appelle Eliezer Yudkowsky, lui me dit, écoutez, regardez ce corps, c'est terrible, ça se défait, ce sont des acides aminés, c'est vivement qu'on soit sur silicone.
a commencé sur Silicon, il dit oui, on va transposer nos consciences, on va la charger sur disque dur, et puis comme ça, on pourra voyager vers les exoplanètes et on pourra créer une grande civilisation intergalactique. Alors là, mais il y a des gens qui sont... Moi, je voudrais qu'on discute de quelque chose qui est plus concret, parce que Google ou beaucoup de startups travaillent là-dessus, c'est les nanoparticules. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre une capsule dans laquelle il y a des nanoparticules qui pourraient ensuite nous alerter de certaines maladies via un bracelet. C'est un projet qui a été lancé annoncé il y a 15 mois par Google, qui est issu du laboratoire secret de Google, Google X. C'est le fait de développer des nanoparticules que l'on ingérerait et qui seraient capables de repérer dans nos cellules un certain nombre de marqueurs biologiques. Et grâce à un capteur externe, un petit peu comme un détecteur de métal dans un aéroport, on pourrait détecter les anomalies biologiques qui vont expliquer des cancers dans 5 à 10 ans, des maladies dégénératives, pour les traiter très très en amont, encore plus en amont que l'on pourrait faire par le séquençage ADN. Alors ça, pardon Alice, ça c'est une question personnelle qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on serait prêt à prendre ce genre de... Roselyne Bachelot, vous êtes pharmacienne de formation. Quand vous entendez un débat comme celui-là, et vous, comme citoyenne, vous dites quoi? Cette capsule, je peux l'ingérer? De toute façon, si on me dit tu vas vivre 20 ans de plus? Ces éléments, ces progrès, évidemment, je mets quelque chose de personnel dans la notion de progrès, sont inévitables. Et c'est pas pour 300 ans, c'est demain. C'est la réalité de ce qui nous attend demain. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'aveuglement total sur ces sujets du monde politique, qui refuse absolument de faire rentrer dans son logiciel de réflexion les perspectives qui sont ouvertes par ce qu'on vient de nous dire. Mais vous avez été ministre de la Santé. Oui, mais on nous parle... Vous avez peut-être aussi été aveugle à ce moment-là. J'ai essayé d'en parler. Je me souviens d'avoir été à l'université du MEDEF, j'évoquais ça, et puis j'évoquais les travaux des prix Nobel de 2009, Blackburn et Glieder, et j'oublie toujours le troisième, qui, dans leur conférence de presse sur les télomérases, nous ont dit demain on va vivre de 3... Oh, ce serait un peu compliqué à vous expliquer. Nous ont dit, écoutez, on va vivre entre 300 et 600 ans. Je dis ça devant un parterre de patrons qui éclatent de rire. Mais vous les prendriez, ces gélules? Parce que c'est quand même... Vous êtes sûr? Comment on peut être sûr à cette date? Moi, si c'est pour être en forme à 70 ans comme est Roselyne, je prendrais la gélule. Alexandre Lacroix, est-ce que vous prenez cette gélule? Il y a quand même... Pourquoi peut-être faut-il se poser la question? C'est la même question que pour le séquençage du génome. C'est où vont ces données? C'est-à-dire que la question politique et la question juridique qu'on ne pose pas assez, c'est de savoir qui en est propriétaire. Parce que ce qu'on va voir voler en éclats ou se fragiliser, c'est le secret médical. Et puis, ces données sur le génome, par exemple, quand on séquence un génome humain, on connaît les prédispositions à un certain nombre de maladies. Mais c'est une information qui intéresse au plus haut point les assurances et les mutuelles. Alors, est-ce qu'on va devoir renoncer à un système de mutualisation du risque dans le domaine de la santé? Je vous donne juste un exemple. Il y a 10 jours, il y a un enfant qui, pour la première fois au CP, au CP, l'équivalent du CP aux États-Unis, a été exclu de sa classe. Parce que son génome, le séquençage de son génome démontrait qu'il avait une prédisposition à une certaine maladie qui pouvait potentialiser ceux qui avaient le même gène dans l'école. Donc il a été exclu de son école, par discrimination génétique. Donc il y a une affaire, il y a un procès qui est en cours. Cet enfant s'appelle Coleman Chadman. Et donc on entre dans quelque chose d'assez nouveau. Mais comment ça se fait que lui, il fait un séquençage de... Mais non, mais les parents le demandent pour leur enfant. Lui, il a fait une première pathologie quand il était très jeune, une pathologie du cœur assez rare. Comme les parents ont voulu savoir ce qui se passait, ils ont fait ce séquençage. Et ils n'ont pas réussi à garder cette information complètement privée. Et un usage en a été fait par l'école qui a été de virer l'enfant. Donc, ce type de questions... C'est une vraie question, Laurent Alexandre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Notamment le fait que ce soit Google, qui est l'entreprise la plus riche de la planète, qui a une trésorerie qui se compte en dizaines de milliards de dollars, Google ou d'autres géants d'Internet qui sont leaders sur ces marchés. Comment on peut les contrôler? Alors, de toute façon, ce seront les géants de la Silicon Valley et les géants du numérique qui contrôleront la santé de demain avec Microsoft et IBM. On a pris trop de retard. Non, on pourrait, si on s'y mettait, si nos politiques étaient moins cons, si nos politiques, permettez-moi, technologiquement, on pourrait aujourd'hui un petit peu garder un certain leadership en Europe. Il se trouve que nos politiques vivent dans les années 1950 et ne voient pas le monde qui vient. C'est pour ça qu'on a laissé tout le pouvoir à la Silicon Valley en Europe. C'est parce que nous n'avons pas préparé les industries du XXIe siècle et aujourd'hui nous sommes complètement vassalisés. Mais sur nos données médicales, qu'est-ce que Google, puisqu'on est à un débat sur Google... Nos données médicales, nous les garderons si nous avons demain les systèmes experts, les logiciels, les algorithmes permettant
maintenant de les traiter. Parce qu'aujourd'hui, si on nous les ne pouvons détient pas les traiter dans le futur, nous ferons comme pour la musique, avec iTunes, comme Amazon, nos données partiront toutes en Californie. Nous ne serons autonomes que si nous avons la puissance technologique de notre côté, sinon nous serons technologiquement vassalisés. Alors, Alexandre Lacroix. Pour ramener sur du concret, aujourd'hui on sait très bien que quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre sur Google et il va essayer de chercher un certain nombre de données sur sa maladie. Donc quelqu'un qui du jour au lendemain se met à faire énormément de recherches sur le cancer du pancréas, voir qui contacte des forums de malades, voir qui y participe. Tout ça c'est éminemment tracé et traçable. Et il y a des algorithmes qui détectent ce genre d'occurrence. Donc une question, ces données dont je vous parle, c'est pas seulement du futur, c'est que d'ores et déjà, Google sait à peu près qui est tombé malade. La question vraiment, c'est de savoir si un usage privé, une marchandisation de ces données va être faite ou pas. C'est vraiment une question importante. Dernier thème, on aura peu de temps après, mais je veux qu'on l'aborde. On va écouter un scientifique qui est très critique sur ces avancées scientifiques, en tout cas sur ces projets de Google. Il est physicien, il est directeur de recherche au CNRS. Il s'appelle Jean-Paul Malrieux. Il parle d'une humanité fracturée par ces projets. On l'écoute. Ces gens-là sont prêts à laisser sur le bord du chemin, en attendant leur disparition finale, une bonne partie de l'humanité. Il n'y a pas besoin d'exterminer. Il y a des gens qui s'effaceront parce qu'ils seront moindres. Ils seront moindres et donc condamnés à disparaître. Allez, une réaction pour chacun là-dessus. L'homme augmenté dominera, ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer... Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un problème économique, l'augmentation de l'homme. Ces technologies-là ne vont pas coûter très cher. Ah bon? Leur prix va baisser aussi vite que le téléphone portable. Le coût du séquençage ADN, il a été divisé par 3 millions en 10 ans. Donc ces technologies-là seront démocratisées. Il n'y aura pas ces technologies-là pour les riches et puis pas de technologie pour les pauvres. Notre problème n'est pas de savoir s'il y aura une fracture entre les riches et les pauvres. Notre question est de savoir quelle humanité nous voulons et jusqu'où sommes-nous prêts à transgresser notre nature biologique pour vivre plus longtemps. Et dans quelle mesure sommes-nous prêts à donner un pouvoir immense sur notre futur aux géants du numérique? Ou sommes-nous en Europe prêts à développer ces industries-là pour résister à la toute-puissance de la Silicon Valley? Plus concrètement, si on vit dans un environnement où toutes les données sont collectées et recoupées entre elles, on peut avoir un ordinateur qui vous dit, ou un smartphone qui vous dit, le jogging là cette semaine vous l'avez pas fait, et puis la viande vous en avez acheté un petit peu trop, et puis de l'alcool aussi. Et en fait, on peut imaginer des sorties de route, c'est-à-dire que tant que vous êtes sain, que vous vous conduisez bien, que vous faites tout bien, c'est parfait. Vous bénéficiez de la meilleure mutuelle de santé, tout va bien. Et quand vous commencez, on parlait des laissés pour compte, c'est pas forcément les pauvres. Les laissés pour compte, c'est peut-être ceux qui ont un comportement déviant par rapport au comportement optimisé rationnellement. Et donc, ceux qui s'exposent, en fait, ceux qui brûlent leur corps, ceux qui aiment l'excès, l'ivresse, ceux qui font un peu n'importe quoi, et ceux qui sortent de route, ils pourraient se voir petit à petit sortir du marché et du coup sortir de certaines couvertures sociales ou de certaines protections sociales parce que tout simplement on les trace et on voit bien qu'ils n'ont pas un comportement sain. Non, puis surtout, il y a un problème éthique qu'il faudra gérer, en particulier dans les périodes de transition, c'est qu'on va remplacer la lutte des classes par la lutte des âges et que ça, il faut le gérer politiquement et que personne ne s'y prépare. Merci à tous, c'était passionnant. Ça me rappelle ce que vous décrivez. Bienvenue à Gattaca. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais c'est un peu ça et c'est un peu effrayant. Quand même, Laurent Alexandre, je rappelle que vous dirigez la société DNA Vision. Alexandre Lacroix, votre livre « Ce qui nous relie » est publié chez Alary Éditions. Julien, votre invité.